Bienvenue sur ma chaîne les amis. Pour ne rien manquer de mes prochains épisodes, vous pouvez me soutenir en vous abonnant et activant la cloche de notification. Je compte sur votre soutien et vous souhaite une excellente écoute. On dit souvent qu'il ne tient qu'à nous d'écrire notre propre destin. Franchement, c'est faux. Parce que le destin n'a jamais été entre nos mains. Tout ce qu'on vit, toutes les épreuves qu'on traverse, les problèmes qu'on rencontre. Rien de tout ça n'est vraiment sous notre contrôle. On ne fait qu'avancer sur des chemins déjà tracés. En clair, quand quelque chose est destiné à arriver, rien ne peut l'empêcher. Si quelque chose doit se produire, si un moment doit être vécu, tu ne pourras ni l'éviter, ni le prévoir. Alors oui, certaines de nos erreurs peuvent attirer des problèmes. C'est à toi de choisir le bon chemin, de faire ce que tu crois être juste. Mais n'oublie jamais une chose. Ce qui doit arriver arrivera, qu'on le veuille ou non. Et la seule chose qui peut te faire tenir, c'est de savoir qu'au fond, tu auras fait de ton mieux. Que malgré tout, tu auras pris le meilleur choix possible. J'ai 36 ans au moment où je parle. À cette époque, je n'étais qu'un enfant. Ce que j'ai vécu a laissé en moi une cicatrice profonde. Un traumatisme que je revis presque chaque soir, malgré les années. Parce qu'à 10 ans, on ne comprend pas toujours ce qui se passe autour de soi. Mais jusqu'il y a peu de temps, plus le temps passait, plus je prenais conscience de la gravité des choses. Et plus le traumatisme grandissait. Sans plus attendre, je veux partager cette histoire. Mon père dirigeait alors une grande entreprise. Et ma mère restait à la maison. On vivait confortablement. J'étais l'aîné, Assim, un prénom que m'avait offert ma grand-mère paternelle 2 ans avant sa mort. Ma petite sœur Yamina venait de naître, et sa venue avait illuminé toute la famille. J'étais fier d'être devenu le grand frère, celui sur qui on pouvait compter. Quand Yamina eut environ 1 an, ma mère dit un soir à mon père, « Chérie, si tu pouvais me trouver une place dans ton entreprise, ça me ferait du bien. Je sais qu'on n'a pas de souci d'argent, mais j'aimerais me sentir plus utile, participer un peu. Ce serait une sécurité pour l'avenir des enfants. » Mon père lui répondit calmement que ce n'était pas nécessaire. Mais ma mère insista. Après plusieurs années à rester à la maison, elle commençait à s'ennuyer. « Et les enfants, qui va s'en occuper ?» demanda mon père. Ma mère hésita, puis dit doucement. « Ne te fâche pas, mais j'ai commencé à chercher une nourrice, et je crois que j'en ai trouvé une. » Mon père marqua un silence. « Pourquoi tu ne m'en as pas parlé avant? Tu sais que j'aime pas ce genre de choses. » Ma mère passa alors ses bras autour de son cou. Sa voix se fit tendre. « Tu rentres chaque soir épuisé. Tu n'as presque plus le temps pour nous. Te voir comme ça me fait mal. Je veux seulement t'aider à alléger un peu de ce poids qui pèse sur toi. Tu as déjà assez donné pour nous. » Elle lui déposa un baiser sur la joue, avec ce mélange d'amour et de détermination que j'ai toujours admiré chez elle. Alors que mes parents continuaient à parler ensemble, je jouais avec mes jouets. Mais je les écoutais et comprenais ce qu'ils se disaient. En très peu de temps, mes parents trouvèrent une nourrice. Elle avait 46 ans et s'appelait Zulika. Mes parents l'avaient tout de suite appréciée et, après avoir longuement discuté avec elle, ils s'étaient mis d'accord pour qu'elle commence rapidement à travailler chez nous. Quelques mois passèrent depuis l'arrivée de tante Zulika à la maison. Tout se déroulait très bien. On s'entendait tous avec elle. Tante Zulika prenait tellement soin de ma petite sœur qu'elle ne la laissait jamais seule comme si c'était sa propre fille. Quant à moi, c'était pareil. Elle s'occupait de moi comme le faisait ma mère. Mais un matin, avant que mes parents ne partent travailler, tante Zulika leur dit qu'elle avait quelque chose d'important à leur annoncer. Le soir, à leur retour, ils s'assirent tous autour de la table. J'écoutais malgré moi. C'était les pleurs de tante Zulika qui avaient attiré mon attention. Intrigué, je me glissais discrètement derrière la porte entr'ouverte. J'ai de gros soucis financiers. Mon enfant est très malade. On a dû le laisser chez ma grand-mère. Et mon mari est trop âgé pour qu'on lui donne du travail. Si vous pouviez lui en trouver un, je vous en serais éternellement reconnaissante, dit-elle. Mes parents se regardèrent étonnés. Après un moment de réflexion, mon père dit à ma mère, « Tu sais, ça fait longtemps que j'ai plus le temps pour m'occuper du jardin. Et toi non plus, depuis que tu travailles, tu n'as plus touché à tes fleurs. À mon avis, on aurait bien besoin d'un jardinier. » Notre maison n'était pas immense, mais le jardin, lui, était très grand. Chaque printemps jusqu'à l'automne, mes parents y passaient des heures.
Mais depuis que ma mère avait commencé à travailler, le jardin n'était plus aussi beau qu'avant. Moi non plus, je ne sortais presque plus pour y jouer. Ma mère regarda mon père et lui sourit. Oui, t'as raison, on a besoin d'un jardinier. Tante Zulira, submergée par l'émotion, se jeta au cou de ma mère et la serra dans ses bras. Ne t'inquiète plus, Zulira. Toi et ta famille, vous faites partie de la nôtre maintenant. Tu pourras toujours compter sur nous en cas de besoin. Lui dit ma mère, très tôt le matin suivant, avant que mes parents ne partent au travail. Oncle Mounir, le mari de tante Zulira, vint à la maison. C'était un homme plus âgé qu'elle, mais très bien habillé. Il fit connaissance avec mes parents. Quand mes parents quittèrent la maison, oncle Mounir et tante Zulira se mirent à chuchoter au coin du salon. C'était impossible pour moi d'entendre ce qu'ils disaient. À un moment, tante Zulira se tourna et, en me voyant, afficha un sourire qui sonnait faux. « Tu t'es réveillé, mon chéri ?» me dit-elle. « Je vais te préparer tout de suite le petit déjeuner. Ta petite sœur ne va pas tarder à se réveiller non plus. » Elle s'approcha de moi, caressa mes cheveux, puis passa à la cuisine. Quant à oncle Mounir, il paraissait très froid et dur. Tante Zulira respirait la joie et le bonheur, alors que lui ressemblait davantage à un épouvantail. Il ne m'adressa pas un mot, et sortit dans le jardin me tournant le dos. Je courus jusqu'à la cuisine, grimpai sur une chaise et regardai par la fenêtre. Au lieu de s'occuper des fleurs, oncle Mounir les arrachait et les jetait n'importe où. Ça ne me plaisait pas du tout. J'avais décidé d'en parler à mes parents à leur retour. Depuis le premier instant où je l'avais vu, je ne l'avais pas aimé, et j'avais même eu peur de lui. Le soir, quand mes parents rentrèrent, je racontai immédiatement ce qui s'était passé à ma mère. « Ne me dis pas ça, mon poussin, » me répondit-elle. « Tante Zulira serait vraiment triste si elle apprenait ce que tu viens de me dire. Peut-être qu'il nettoyait le jardin en enlevant les feuilles mortes ou fanées. Tu as du mal comprendre ce qu'il faisait. Il faut le laisser travailler tranquillement. » Ma mère ne me prenait pas au sérieux. Après ce jour-là, je me mis à observer constamment oncle Mounir. C'était l'été et j'étais en vacances. Je pouvais facilement suivre ses faits et gestes. Il avait l'air capable de tout faire. Quoi qu'il arrive, je ne voulais pas qu'il s'en prenne à nous ou au jardin. Un jour, il s'aperçut que je l'observais. Il s'approcha de moi, laissant voir les cicatrices sur son visage effrayant. Ses yeux étaient injectés de sang. Alors que j'essayais de m'éloigner, il leva l'index vers moi en marmonnant quelques mots. Je n'avais pas entendu ce qu'il disait, mais je rentrais du jardin en courant, la peur au ventre. En voyant mon état, tante Zulira vint à côté de moi. « Qu'est-ce qui s'est passé? Tu vas bien ?»« Je vais bien, mais oncle Mounir m'a fait peur. Je n'irai plus près de lui, » répondis-je. Je montai rapidement les escaliers jusqu'à ma chambre. Ce jour-là, je restai dans ma chambre jusqu'au soir. Je ne sortis même pas pour manger et me contentais des biscuits et bonbons que j'avais dans ma chambre. La plupart du temps, je dormais en attendant l'arrivée de mes parents. Quand ils rentrèrent, je courus vers ma mère, me blottis contre elle et me mis à pleurer. « Qu'est-ce que t'as, mon poussin ?» me demanda-t-elle. « Pourquoi tu pleures ?» Je lui racontai ce qui s'était passé. Ma mère se fâcha. « Écoute-moi. Les gens travaillent pour gagner leur vie. Et toi, tu ne te rends pas compte que tu joues avec leur vie. Si tu continues à parler comme ça, tu seras puni. Allez, file dans ta chambre. » Ce soir-là, je n'avais pas mangé, fâché contre ma mère. Même quand elle vint dans ma chambre, je refusais de descendre. Jusqu'au matin, je restais là, pleurant et regardant par la fenêtre. Au début, tante Zulira et oncle Mounir venaient le matin à la maison, puis rentraient chez eux le soir. Mais un jour, mon père leur dit « Vous habitez trop loin. Il y a de la place pour vous ici. Restez. » En entendant cela, oncle Mounir se mit à verser des larmes de crocodile. « Merci du fond du cœur. Ce que vous faites pour nous, personne ne l'avait fait. Vous ne le regretterez jamais. Soyez bénis. » dit-il. Mes parents étaient absents du matin jusqu'au soir. C'est pourquoi ils n'étaient pas au courant de ce qu'il se passait. Dès le premier jour, j'avais compris qu'oncle Mounir était quelqu'un d'étrange. Et plus le temps passait, plus je voyais qu'il devenait de plus en plus inquiétant. Un jour, quelque chose se passa que je n'avais pas prévu. Alors que je jouais avec ma petite sœur, le téléphone de la maison sonna. Je courus pour répondre. C'était mon père. « Comment ça va, champion? Est-ce que tu as bien mangé ?»
Non, papa, je vous attends pour le repas. J'ai parlé avec tante Zulekha, mon fils. Me répondit-il. Moi et ta maman, on va dîner dehors. On rentrera tard ce soir. Ne nous attends pas. Toi et ta sœur, vous dormirez à la même heure que d'habitude. Je sais que tu seras sage et que tu feras tout ce que te demande tante Zulekha. Je restais figé, debout, le téléphone en main. Chaque jour, j'attendais impatiemment le retour de mes parents. Mais ce soir-là, ils ne rentraient pas comme d'habitude. J'avais envie de pleurer. Au moment où j'allais répondre, tante Zulekha prit le téléphone de mes mains. « Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. » dit-elle. « Je vais les faire manger tout à l'heure. Et ensuite je les mettrai au lit. Profitez de votre soirée. » Puis elle raccrocha. Pendant un instant, mes yeux croisèrent ceux de tante Zulekha. Elle me souriait, mais son sourire ne semblait pas sincère. Elle me posa une main sur l'épaule. « Allez, va au lit maintenant. »« On ne va pas manger maintenant ?» lui demandai-je. « Le repas n'est pas encore prêt. Je t'appellerai dès que ça le sera. » Me répondit-elle. Elle me poussait en même temps. C'était la première fois qu'elle faisait ça. Pourquoi, me demandai-je. J'ai très faim. Quand est-ce que ça va être prêt? Va dans ta chambre et ne sors surtout pas avant que je t'appelle, dit-elle en s'énervant. Sa façon de me parler me fit peur. Je rentrai dans ma chambre et fermai la porte. Au fond de moi, quelque chose me disait d'emmener ma petite sœur. Je sortis aussitôt et marchai jusqu'aux escaliers. C'est alors que je les entendis parler. Je pense que cette nuit est le bon moment. Il faut qu'on commence maintenant. On terminera les prochains jours, dit oncle Mounir. J'avais compris qu'il manigançait quelque chose, mais je n'avais aucune idée de quoi il s'agissait. Je voulais retourner discrètement dans ma chambre, fis demi-tour, mais mon pied glissa et je faillis tomber. Ils avaient entendu le bruit et cessé de parler en se dirigeant vers les escaliers. J'avais pu rapidement retourner dans ma chambre, fermer la porte à clé et me cacher sous le lit. Sur le coup, je ne savais pas si ce que je venais de faire servait à quelque chose. Mais ils n'étaient pas entrés. La maison était silencieuse depuis un bon moment. En rampant, je sortis du dessous du lit et, par la fenêtre de ma chambre, regardai le jardin. Il y avait du mouvement dans le jardin. J'entendais des bruits comme si on transportait des choses, puis des coups de pelle. Ils cachaient quelque chose, mais je n'arrivais pas à deviner quoi. Je les voyais de haut, quand soudain, ils tournèrent la tête en direction de ma fenêtre. Je m'écartai, mais c'était trop tard. Ils m'avaient vu. Mon cœur battait si vite. La peur m'avait envahi. Quelques instants plus tard, on frappa à la porte de ma chambre. J'entendis la voix en colère de tante Zulekha. « Ouvre la porte tout de suite. Si tu n'ouvres pas, je la casserai pour entrer. » Je me remis sous le lit, recouvris mes oreilles et mes mains et priai pour que mes parents rentrent vite. On frappa si fort à la porte que j'entendis ces bruits terrifiants malgré mes mains sur mes oreilles. Ils n'avaient pourtant pas réussi à entrer. Et moi, j'avais fini par m'endormir sous le lit, dominé par la peur. Des légers tapotements à la porte me réveillèrent. Cette fois-ci, j'entendis les voix de mon père et de ma mère. Je sortis de sous le lit, ouvris la porte et me blottis contre ma mère en pleurant. Paniquée, elle me demanda « Qu'est-ce qui t'est arrivé, Hassim? Pourquoi tu as fermé la porte à clé? Ta tante Zulekha s'inquiétait pour toi. » « Maman, s'il te plaît, il faut les renvoyer chez eux. Ils veulent nous faire du mal. Ils ont enterré quelque chose dans le jardin, je les ai vus par la fenêtre. Et ils se sont fâchés après. Ils voulaient rentrer dans ma chambre de force. » Tante Zulekha prit la parole. « Je suis désolé, mais je vous ai tout expliqué. Il s'est imaginé ces choses. » dit-elle. Ma mère me regarda sévèrement. « C'est pas bien ce que tu as fait. Pendant que ta tante Zulekha préparait à manger, qu'est-ce que t'as fait? Tu as emmené ta sœur dans le jardin. Et tu as mis le jardin sans dessus-dessous. Tu as gâché le travail que ton oncle Mounir a fait pour embellir le jardin. Si tu refais tes bêtises à dire n'importe quoi, tu seras plus sévèrement puni. Maman, s'il te plaît, crois-moi. Ils sont bizarres, j'ai peur qu'ils nous fassent du mal. » dis-je en suppliant. L'étonnement se lisait sur le visage de ma mère et celui de tante Zulekha. Mais l'étonnement de tante Zulekha sonnait faux. Ma mère m'attrapa par le bras, m'emmena dans ma chambre et me dit: « Est-ce que tu regardes des films d'horreur en cachette? D'où tu vas imaginer ces choses? Je ne veux plus t'entendre dire du mal de personnes innocentes. Maintenant tu seras puni. Tu ne sortiras plus de ta chambre jusqu'à ce que je t'autorise, et tu ne joueras plus avec ta petite sœur. » Je suppliai ma mère de ne pas me punir. Mais elle ne m'écouta pas et ferma la porte de ma chambre. J'étais tellement en colère que, quand on m'appela pour le dîner, je fis mine de dormir dans mon lit, les yeux fermés. Au matin, mes parents quittèrent la maison.
J'étais seul face à ces monstres à la maison. Je les appelle monstres, parce qu'ils en étaient vraiment des monstres. Vous le comprendrez à la fin de mon histoire. Ce jour-là, tante Zulira et oncle Mounir disparaissaient et réapparaissaient constamment dans la maison, comme s'ils mijotaient quelque chose. Quelques jours s'étaient écoulés. Je tentais de faire mon possible pour me tenir à distance d'eux et de gagner la confiance de mes parents. Je ne sais pas pourquoi, mais chaque jour, mes parents s'énervaient de plus en plus sur moi et me punissaient malgré que je ne faisais rien de mal. À peine que mes parents rentraient à la maison, ils mangeaient et ils allaient pour dormir dans leur chambre sans prendre dans leurs bras ma sœur Yamina, ni même lui jeter un seul regard. C'était comme si notre famille se disloquait. Un matin, je me réveillai avant tout le monde. Je sortis de ma chambre, descendis les escaliers et entrai dans la cuisine. Je fis de mon mieux pour préparer le petit déjeuner et déposer le tout sur la table. Puis j'allai dans la chambre de mes parents. Ils ne dormaient plus. « Papa, maman, je vous ai préparé le petit déjeuner, » dis-je. Mais ils ne me répondirent pas. J'insistai un peu. Ma mère leva la tête de son oreiller, me poussa et dit « Va-t'en, on va pas travailler aujourd'hui. Laisse-nous dormir. » Le comportement de ma mère me fit de la peine. Je m'approchai alors de mon père. Mon père ne se retourna même pas. Il se recouvrit sa couverture. Je compris qu'il n'allait même pas se réveiller. Je sortis de la chambre et allai vers la chambre de ma petite sœur. Au moment où j'allais entrer, je vis tante Zulira qui la tenait dans ses bras en lui murmurant « Viens dans les bras de maman, ma fille. » La colère monta en moi, je lui dis « Tu n'es pas sa maman. Remets-la dans son lit. Je vais tout dire à maman. » Je me retournai pour sortir de la chambre, quand la porte se referma d'elle-même. Tante Zulira, le visage marqué par la colère, m'attrapa par la gorge, me jeta au sol et me dit « C'est ma fille, elle ne vous appartient pas. Je l'emmènerai avec moi très bientôt, et personne ne pourra m'en empêcher. » Je criais et pleurais. En un instant, mon père et ma mère arrivèrent devant la porte de ma chambre et demandèrent « Qu'est-ce qui t'est arrivé, Hassim? Pourquoi tu cries? Tu vas réveiller ta petite sœur ?» Je me redressai. Ma sœur était allongée sur son lit et pleurait. Il n'y avait personne d'autre dans la chambre. Tante Zulira se tenait devant la porte et observait la scène. Ma mère essayait de calmer ma sœur, et mon père me prit par le bras pour me faire sortir de la chambre. Mon père fronça les sourcils. « Ça fait trop longtemps que tu fais n'importe quoi, » dit-il d'une voix dure. Puis sa main me heurta la joue. C'était la première fois qu'il levait la main sur moi. Ce n'était pas ma joue qui avait eu mal, mais mon âme. Je me collai contre sa jambe en larmes. « Papa, je t'en supplie, il faut les renvoyer. » Tante Zulira se mit alors à pleurer avant de quitter le couloir. Ma mère et mon père se fâchèrent davantage contre moi. Je n'avais plus ma place dans cette maison. Peut-être méritais-je leur réaction. Je m'enfermai dans ma chambre, résigné à mon sort. Seul, je réfléchissais à tout ce qui se passait. Tout était si confus. Je n'avais personne à qui parler, et l'impuissance me rongeait. Soudain, j'entendis les pleurs de Yamina. D'abord, je n'y prêtais pas attention, mais ses sanglots devinrent plus forts, plus douloureux, comme des pleurs de souffrance. Je ne pouvais plus rester immobile. Je sortis précipitamment de ma chambre et courus vers celle de ma petite sœur. Son petit lit à barreaux était vide. À sa place, un bébé en paille, noirci, presque carbonisé. Mon sang se glaça, puis les pleurs reprirent. Cette fois, ils venaient du jardin. Je sortis de la maison en courant. Le soleil s'était couché, le ciel était lourd, couvert. Je suivais les pleurs, mais plus j'avançais, plus la voix s'éloignait. Je contournais la maison. Les sanglots provenaient du vieux puits derrière. Je m'approchais. Je me penchai au-dessus du puits. Il était si sombre qu'on n'en voyait pas le fond. « Yamina » soufflai-je. Aucune réponse, seulement des murmures, des voix chuchotées dans une langue que je ne comprenais pas. Puis, au fond, 2 yeux rouges s'allumèrent. Des visages difformes, inhumains, commençaient à émerger lentement de l'obscurité. Je pris peur et me mis à courir vers la maison. Mais mes jambes semblaient lourdes, retenues par des mains invisibles. Et soudain, j'entendis la voix de mes parents qui chuchotaient. « Viens vers nous, Hassim. » Je me retournai. Ils étaient là, debout, couverts de sang, les yeux vides. Mon cœur se brisa, les larmes montèrent aux yeux. Autour de moi, les sons se déformèrent, remplacés par des rires diaboliques.
Je sentis alors des bras puissants m'empoigner et me soulever du sol. C'était oncle Mounir. Je me débattis, hurlant, mais il était trop fort. Il m'amena jusqu'au cabanon du jardin, celui où mon père rangeait ses outils. Il me fit asseoir sur une chaise, attacha mes bras et mes jambes, puis saisit une jerrycan d'essence. Il le vida sur moi sans un mot. Je suffoquais, la panique m'envahissait. Il sortit un briquet de sa poche. « Qu'est-ce que tu fais? Tu veux me brûler ?» Je me réveillai en sursaut, trempé de sueur dans mon lit. Je regardais mes mains, mon visage. Aucune brûlure. Mon père était assis à mon chevet, le regard sévère. « Pourquoi tu cries comme ça? Ça suffit. Papa, faut me croire. Oncle Mounir m'a ramené dans le cabanon. Il a voulu me brûler avec de l'essence. » Lui répondis-je. Mon père soupira. « C'est à cause des films que tu regardes. Et tu t'imagines des choses. On va devoir t'emmener voir un médecin. » Il ne me croyait toujours pas. Mais ceux qui allaient suivre, ni moi, ni mes parents n'y étions préparés. Ce soir-là, on était tous assis à table. Depuis leur arrivée, c'était la première fois que l'on dînait tous ensemble. Je ne sais pas pourquoi, mais mes parents les considéraient comme des membres de la famille. Je faisais tout pour éviter leur regard, mais je les écoutais malgré moi. Leur simple présence me glaçait le sang. Chaque seconde à table était un supplice. Mes mains tremblaient, mes jambes aussi. Le jour suivant s'annonçait encore comme un cauchemar. Quand mes parents seraient partis au travail, je resterais seul avec ces monstres, et ils allaient me faire du mal. Je me demandais comment ils allaient se comporter envers ma sœur. Je savais que tante Zulika essayait de se faire passer pour sa mère. Cette pensée me rongeait. En tant que frère, je n'arrivais pas à protéger ma sœur. Sans m'en rendre compte, je m'étais mis à pleurer à table. Mon père me dit « Ne pleure pas mon fils, tu peux tout nous raconter. » Mais je savais que tout ce que je pourrais leur dire n'aurait aucun sens à leurs yeux. « J'ai rien, papa. » répondis-je. Je mangeai rapidement et quittai la table. Yamina était installée dans son parc, entourée de ses peluches. Je la pris dans mes bras, la serrai contre moi et lui fis un bisou. Mais quelque chose n'allait pas. D'habitude, elle me souriait, posait ses mains sur mon visage. Mais cette fois, elle restait immobile. Ses yeux étaient fixes. « Est-ce que tu es malade, ma petite sœur ?» demandai-je inquiet. Ma mère, m'ayant entendu, intervint en s'énervant. « Éloigne-toi de la petite. »« Maman, Yamina n'a pas l'air normal. Tu veux bien voir ce qu'elle a ?» Elle coupa court. « Elle va bien, je m'en occupe tout à l'heure. » Alors que je regardais le visage de ma mère pendant qu'elle parlait, je remarquai une étrangeté dans son regard. Mon père aussi avait la même étrangeté dans le sien. Qu'est-ce qui leur arrivait? Pourquoi réagissaient-ils ainsi? Je me disais qu'ils étaient peut-être très fatigués à cause du travail. Mais ma sœur, pourquoi semblait-elle si étrange alors que l'on prenait bien soin d'elle? « Maman, s'il te plaît, viens vérifier si Yamina va bien. » Ma mère, énervée, s'approcha du parc, prit ma sœur dans ses bras et s'éloigna rapidement. À ce moment-là, j'entendis un bruit étrange derrière moi. Je me retournai, mais il n'y avait personne, sauf un symbole léger tracé sur le mur. Je n'y fis pas attention sur le moment. « Maman, tu as entendu ce bruit ?» demandai-je. Elle ne me répondit pas. Tout le monde continuait à manger à table. Le même bruit se fit entendre à nouveau, comme si quelqu'un frappait le mur ou le sol avec un objet lourd. Je me retournai à nouveau. Le symbole sur le mur avait grandi et semblait recouvert d'une écriture. « Papa, regarde le mur. Il y a quelque chose d'étrange, » dis-je. Mon père répondit. « On est tous très fatigués, on rentre du travail, laisse-nous nous reposer un peu. » Je tirai sur son bras pour qu'il regarde le mur. Il tourna la tête, mais ne voyait rien. Le symbole, lui, grandissait toujours. Ses écritures devenaient de plus en plus précises. C'était impossible que mes parents ne puissent pas les voir, alors que j'essayais désespérément d'attirer leur attention. Tante Zulika arriva à côté de moi. « Depuis quelque temps, tu n'as pas l'air très joyeux. Viens avec moi dans ta chambre, on va jouer. Et laisse tes parents se reposer, » dit-elle. Elle m'attrapa de force, m'amena jusqu'à la porte de ma chambre, l'ouvrit, me poussa à l'intérieur et ferma la porte devant elle. Peu de temps après, des bruits étranges commencèrent à résonner derrière la porte. Les cris étouffés de mon père, la voix tremblante de ma mère, les pleurs de ma sœur. Tout se mélangeait dans un chaos qui faisait vibrer les murs de la maison. Je ne savais pas ce qui se passait dehors,
Mais quelque chose de terrible était en train de se produire, j'en étais sûr. J'essayais de me convaincre que tout allait bien, mais le mensonge ne tenait plus. Les sons qui venaient de l'extérieur me glaçaient le sang, me faisant dresser les poils de la nuque. Puis, soudain, j'entendis des pas approcher de ma chambre. Lents, lourds, terrifiants. Je me précipitai dans le placard pour me cacher, mais laissai la porte entr'ouverte pour pouvoir voir qui allait entrer dans la chambre. La porte s'ouvrit lentement. Un homme de grande taille, habillé tout en noir, entra et resta un instant immobile. Je ne distinguais pas son visage. Sa tête semblait toucher le plafond, ou peut-être était-il voûté. Puis, soudain, il se tourna vers moi et se précipita vers la porte en baissant la tête. Son visage, terrifiant, me fit crier et pleurer. En un clin d'œil, cette présence effrayante disparut. Je sortis immédiatement du placard et courus jusqu'au salon. Le salon était sans dessus-dessous. Les meubles semblaient tous cassés. Le mur sur lequel se trouvait le symbole étrange était désormais couvert de dessins de créatures effrayantes, d'écritures et de symboles inconnus. « Papa, maman, vous êtes où ?» Le salon était plongé dans le silence. Puis, j'entendis la voix de ma sœur venant du jardin. Je sortis dehors, mais à peine avais-je fait quelques mètres que je m'arrêtai net. Ce que je voyais me terrifia. Il devait y avoir une dizaine de ces créatures que j'avais vues dans ma chambre. Mes parents étaient mains et pieds liés, traînés par ces êtres jusqu'à l'arrière de la maison. Une de ces créatures tenait Yamina dans ses bras. Ils ne m'avaient pas remarqué. Je les suivis par derrière, incapable de laisser mes parents et ma sœur seuls. Arrivé derrière la maison, je n'en croyais pas mes yeux. Un puits immense se trouvait là. Un puits qui n'existait pas avant. J'en étais sûr. À chaque pas que je faisais, je frissonnais de plus en plus. Ces créatures avaient amené mes parents au bord du puits. Elles parlaient entre elles à haute voix, tournant autour du puits. Tante Zulira et oncle Mounir se tenaient à distance. La créature qui tenait Yamina dans ses bras la leur remit, puis rejoignit les autres au bord du puits. Je voulais m'approcher pour prendre ma sœur, mais mes jambes restaient figées, paralysées par la peur. Je ne savais pas comment aider ma famille. Des bruits effrayants venaient de partout. Par moments, je tournais la tête derrière moi et remarquais qu'on m'observait depuis l'obscurité. Des yeux rouges brillaient dans la nuit. Après un moment, elles jetèrent mes parents dans le puits et mirent le feu. Aujourd'hui, je n'ai jamais pu oublier leurs cris. Je me retournai et courus sans savoir dans quelle direction. Finalement, j'arrivai à la porte du jardin, l'ouvris et continuai à courir. « Arrête-toi, ça sert à rien », disait la voix d'oncle Mounir derrière moi. Je ne m'arrêtais pas. Je voulais demander de l'aide à la première personne que je croiserais. Lui raconter tout ce qui m'arrivait. Mais je ne croisais personne. Plus je courais, plus la route devenait sombre. À un moment, je m'arrêtais. L'obscurité total m'entourait. Je m'assis sur la route, pleurant et appelant mes parents, me demandant ce qui allait m'arriver. Je me tenais responsable de la tragédie qui frappait ma famille. Après un moment, je me levai et marchai à l'aveugle. Puis, j'aperçus devant moi une petite lumière blanche. J'accélérai le pas espérant atteindre rapidement ce point lumineux. Mais soudain, je ne vis pas la voiture qui arrivait derrière moi. Elle me percuta et je m'évanouis immédiatement. Quand j'ouvris les yeux, je n'en croyais pas mes yeux. Mes parents étaient à côté de moi. J'étais sorti de ce cauchemar. Le bonheur que j'éprouvais était immense. Ma mère m'enlaça. Elle se mit à pleurer, je fis de même. Mon père nous prit dans ses bras. J'essayais de comprendre ce qui venait de se passer, soulagé d'être sorti de ce cauchemar. Mais je n'allais pas tarder à comprendre que la réalité était tout autre. Au début, mes parents ne m'avaient rien dit, mais rapidement, ils comprirent que se taire n'avait aucun sens. Alors, avec toute la délicatesse possible pour un enfant, ils commencèrent à m'expliquer ce qui s'était passé. Ma mère m'avait raconté que Zulira et Mounir, après s'être installés chez nous, avaient pratiqué un rituel. Pour l'accomplir, ils avaient commis l'irréparable. Ils avaient sacrifié la petite Yamina, la joie de notre famille. Moi, j'avais vécu des événements paranormaux cette nuit-là. Je ne savais plus ce qui relevait du rêve ou de la réalité. La seule chose dont j'étais certain, c'est que mes parents ignoraient tout ce que je traversais. Ma mère continuait. Depuis leur arrivée, ils avaient caché dans la maison et enterré dans le jardin des objets de sorcellerie, prenant ainsi le contrôle de tout ce qui nous appartenait. Ils avaient choisi la plus innocente des âmes pour leur rituel. Et quand tout fut terminé,
Ils s'étaient enfuis en emportant avec eux les objets de valeur. Où étaient-ils passés? Comment avaient-ils disparu? Personne ne le savait. Quand ma mère découvrit l'horreur, elle appela aussitôt la police. Mais c'était trop tard. Le corps sans vie de Yamina avait été retrouvé au milieu de la maison. Et moi, dans ma fuite, j'avais été renversé par une voiture. Heureusement, je m'en étais sorti avec peu de blessures, mais le médecin demanda que je reste quelques jours au lit. Après ces événements tragiques, mes parents furent anéantis. La perte de Yamina laissa une blessure que rien ne pouvait refermer. Notre entourage nous supplia de quitter la maison, mais mes parents refusèrent. Je faisais encore des cauchemars, mais ils ne m'effrayaient plus comme avant. J'avais beau supplier mes parents de partir, ils ne m'écoutaient pas. Quelques semaines plus tard, ma mère tomba malade. Elle restait au lit, et certaines nuits, je l'entendais murmurer. « Yamina, mon bébé, maman t'aime tant. » Puis, d'autres nuits, je l'entendais dire « Va-t'en, éloigne-toi de moi. » Un matin, ma mère s'éteignit dans son sommeil. Après sa mort, mon père s'effondra à son tour. Il se laissa aller, se referma sur lui-même, prisonnier de son chagrin. Je voulais l'aider, mais j'étais impuissant. Un jour, il prépara un sac et m'emmena chez ma tante paternelle. Il lui dit « Garde-le quelque temps, j'ai besoin d'être seul. Je reviendrai le chercher. » C'était la dernière fois que je voyais mon père. J'essayais de l'appeler, mais il ne répondait jamais. Ma tante me cachait la vérité, prétendant qu'il était parti loin et qu'il avait changé de numéro. J'appris plus tard qu'il avait mis fin à ses jours. Perdre tout ce que j'aimais m'avait détruit. Je grandis chez ma tante, entouré d'une famille bienveillante. Avec le temps, je repris mes études et devins psychiatre. J'aurais tant voulu que ma famille voie l'homme que je suis devenu. Souvent, je repense à cette nuit, en me disant, si seulement tout avait été différent. Des années ont passé. Ce que j'avais cru être une malédiction était en réalité la cruauté des humains. Je compris enfin que ce n'était pas seulement la maison qui avait été maudite, mais le mal qui habite parfois le cœur des hommes. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a rappelé, le diable circule dans le corps de l'homme comme le sang. Et certaines âmes, aveuglées par leur cupidité et leur soif de pouvoir, peuvent devenir pires que n'importe quel djinn démoniaque. Zulira et Mounir n'étaient pas seulement des ennemis visibles, mais des démons humains, guidés par un mal qui ronge et qui détruit sans que personne ne puisse le voir. Zulira et Mounir furent arrêtés, justice fut rendue, mais rien ne pouvait me rendre ma sœur ni mes parents. Aujourd'hui, j'essaye d'aider ceux qui, comme moi, ont tout perdu. J'utilise ma douleur pour donner un sens à ma vie. Certaines nuits, je vois Yamina dans mes rêves. Elle me sourit. Derrière elle, il y a ma mère et mon père, paisibles, heureux. Quand je me réveille, même si mes larmes coulent, je sais qu'ils sont là à chaque pas que je fais, à chaque âme que j'aide. La vie continue, et moi, je vis pour faire vivre leurs souvenirs. Et voilà, c'est la fin de l'histoire, les amis. Merci de l'avoir écoutée, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochains épisodes. Si cette vidéo vous a touché, vous pouvez laisser un like pour me soutenir et partager vos impressions en commentaire. Vous pouvez aussi utiliser la fonction booster la vidéo pour aider la chaîne à grandir. Prenez soin de vous les amis et à la prochaine.